Relire un classique, c'est se retrouver soi-même à un autre âge, le livre n'a pas changé, c'est vous qui avez changé. Et c'est pour cela que, avec des yeux neufs, les mêmes pages vous rendent des leçons qui, auparavant, n'existaient pas. Je reviens à Crime et Châtiment comme on revient dans une ancienne chambre qui garde encore l'odeur d'une faute. Pas la faute de Dostoïevski, évidemment, mais la mienne. Ma faute de lecteur, ma faute d'adulte, ma faute de quelqu'un qui, à un moment donné, a cru que les idées nous sauvent de ce que nous sommes. Dostoïevski ne laisse pas cette croyance s'en tirer sans dommage. Il ne discute pas les idées comme on les expose sur un tableau, il les incarne dans un homme fiévreux, affamé, orgueilleux, confus, puis il observe, avec une sorte de patience cruelle, ce qui arrive quand une idée tente de dominer toute la conscience. Et la question que je porte vers cette lecture est moins littéraire qu'intime, quelle est ma théorie secrète de l'innocence? Cette théorie dont je me sers, sans même m'en rendre compte, pour m'absoudre de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Cette explication qui me permet de dire, j'avais des raisons, j'étais sous pression, le monde m'a poussé, je ne suis pas comme les autres, au fond je voulais le bien. La vie adulte est pleine de ces théories discrètes. Et, quand on s'approche de Dostoïevski, elle commence à trembler. Crime et Châtiment a été publié en 1866, en chapitres mensuels, puis en volume. Mais ce qui compte, pour nous, ce n'est pas la donnée bibliographique, c'est la sensation que le roman produit, comme s'il avait été écrit aujourd'hui, pour une ville d'aujourd'hui, pour une anxiété d'aujourd'hui. Saint-Pétersbourg, avec ses rues humides, ses chambres étroites, sa misère et ses rêves fiévreux, peut se traduire sans effort dans n'importe quelle métropole contemporaine, loyer impossible, humiliation sociale, désir de reconnaissance, manque d'argent, épuisement mental, et ce mélange dangereux de ressentiment et d'idéalisme qui surgit souvent quand quelqu'un de très intelligent se sent écrasé. Dostoïevski ne nous donne pas un « thème ». Il nous donne une expérience. Il nous place à l'intérieur de la tête de Raskolnikov, et il nous oblige à marcher avec lui dans un labyrinthe où le pire n'est pas le crime, mais la pensée qui le rend possible. Il y a un contexte humain qu'il faut respecter sans transformer cela en cours. Dostoïevski écrit dans un siècle où la Russie traverse des tensions sociales et intellectuelles intenses, et Saint-Pétersbourg est une sorte de scène où le neuf et l'ancien se heurtent. Mais le roman n'est pas un traité de politique. C'est l'étude d'une âme moderne en effondrement. Et cet effondrement naît, très concrètement, de la pauvreté, de l'orgueil blessé, de l'isolement, de la honte de demander de l'aide, de la peur d'être insignifiant. Le problème humain central du livre, pour moi, peut se dire ainsi, que se passe-t-il quand une conscience tente de se placer au-dessus de la morale commune, et découvre qu'elle ne parvient pas à se placer au-dessus d'elle-même? Il existe une forme de vanité intellectuelle qui se déguise en justice, je sais plus, je vois plus, je suis une exception, la règle, c'est pour les autres. Et il existe un désespoir social qui nourrit cette vanité, on m'a humilié, donc j'y ai droit, le monde est injuste, donc je peux rendre la justice moi-même, personne ne m'a rien donné, donc je prends. Raskolnikov naît de ce mélange. Et c'est pour cela que le roman est si adulte. Parce qu'il parle moins de méchanceté que d'auto-justification. L'adolescent imagine souvent le mal comme quelque chose d'extérieur, de monstrueux, d'évident. L'adulte sait que beaucoup de choses mauvaises arrivent sans que personne ne se sente le méchant. L'adulte sait que le crime, parfois, commence par une phrase intérieure, « je le mérite ». Et Dostoïevski écrit tout le roman à partir de cette phrase invisible. À présent, je veux entrer au cœur du livre avec la méthode qui nous intéresse ici, lire les personnages comme des forces psychologiques, dans l'esprit de Harold Bloom. Non pas comme des « exemples » d'un agenda, ni comme des rouages d'un système social, mais comme des présences qui révèlent ce que la conscience humaine peut inventer contre elle-même. Raskolnikov est un jeune homme intelligent, orgueilleux, misérable, et, c'est important, déchiré. Son nom suggère déjà la rupture, la scission. Il n'est pas seulement un étudiant pauvre. C'est un homme qui se sent destiné à quelque chose de plus grand et, en même temps, se voit prisonnier d'une vie dégradante. Il a honte de la pauvreté non seulement parce qu'elle fait mal, mais parce qu'elle blesse l'image qu'il a de lui. Et c'est un point qui traverse tant de vies aujourd'hui, la pauvreté, la précarité, l'instabilité ne sont pas seulement des conditions matérielles, elles envahissent l'identité. Elles humilient. Elles rongent le sentiment de valeur. Et quand l'identité est rongée, on peut chercher compensation dans des fantasmes de supériorité.
Raskolnikov crée, ou adopte, une idée dangereuse, la distinction entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires. Les extraordinaires auraient le droit de transgresser certaines lois au nom d'un bien supérieur. Cette idée ressemble, au premier regard, à un délire de grandeur juvénile. Mais Dostoïevski montre comment elle naît d'un terrain très humain, la fin de sens et d'importance. Être ordinaire, pour Raskolnikov, c'est presque une mort. Et il préfère risquer la condamnation morale du monde plutôt que d'accepter l'insignifiance. Si l'on fait entrer Northrop Frye dans la conversation, on peut voir un dessin archétypal derrière le réalisme. Raskolnikov est une sorte de héros ironique et tragique, un homme ordinaire qui tente de s'élever au rang d'exception, comme s'il voulait entrer dans un mode héroïque, mais le monde, et surtout sa propre conscience, le ramène à la fragilité. Il veut être Napoléon, et il découvre qu'il est un homme fiévreux dans une chambre étroite. Il veut être législateur du destin, et il devient l'accusé de lui-même. Et ici intervient un aspect essentiel du roman, Dostoïevski ne nous laisse pas regarder le crime comme un événement isolé. Il nous force à accompagner le processus mental qui le précède, l'environnement, le corps malade, la ville étouffante, les conversations, les rencontres. Le crime, dans le livre, est presque la pointe visible d'une maladie intérieure. Et cette maladie est, en partie, spirituelle, la tentative de remplacer la conscience par une théorie. Cette tentative apparaît sous bien des formes aujourd'hui. Pas forcément comme un crime, bien sûr, mais comme une manière de vivre. Combien de fois quelqu'un devient dur, froid, implacable, et appelle cela lucidité? Combien de fois on justifie la cruauté par une idée d'efficacité, de mérite, de réalisme? Combien de fois on humilie en disant que ce n'est que franchise? Il y a là une modernité sombre, l'élan qui consiste à convertir des sentiments en arguments pour ne pas souffrir. Raskolnikov est un portrait extrême de cet élan. Il choisit pour victime une usurière, une vieille femme qui exploite les pauvres. Et sa pensée tente de peindre l'acte comme une utilité morale, éliminer un mal, redistribuer des ressources, faire le bien. Mais Dostoïevski est impitoyable, il montre que cette justification est fragile, et que sous elle il y a autre chose, l'orgueil, le ressentiment, le désir de se prouver à lui-même qu'il est capable. L'acte n'est pas seulement économique, il est symbolique. C'est une épreuve d'identité. Ici, Erich Fromm aide à nommer quelque chose sans réduire le roman, la liberté humaine est un fardeau. Et quand ce fardeau devient trop lourd, le sujet cherche des échappatoires. Une échappatoire, c'est la soumission. Une autre, plus rare mais bien réelle, c'est vouloir dominer. Raskolnikov veut dominer. Il veut échapper à son impuissance en devenant juge du destin d'un autre. Au lieu de supporter l'angoisse d'être petit, il cherche une sortie dans la transgression, je deviens grand par l'acte. Sauf que cela ne libère pas, cela enferme. Parce que la conscience n'est pas un tribunal extérieur qu'on manipule. C'est un territoire intérieur qui réagit. Le crime a lieu, et il se produit d'une manière qui détruit toute romantisation. Ce n'est pas grandiose, ce n'est pas propre, ce n'est pas héroïque. C'est chaotique, sale, précipité, ridicule. Et surtout, cela échappe au contrôle même de celui qui commet le crime. Il y a un deuxième meurtre qui n'était pas prévu. Et c'est décisif, la réalité envahit toujours la théorie. On croit contrôler l'acte, et l'acte devient plus grand que soi. Dostoïevski nous enseigne ici quelque chose que la vie adulte apprend souvent plus silencieusement, vous pouvez imaginer que vous faites des choix avec clarté, mais il y a toujours quelque chose d'imprévu, un détail, une présence, un hasard, qui révèle que vous n'êtes maître ni de la scène, ni de vous-même. Et quand la violence se produit, elle ne reste pas à l'endroit où vous l'avez posée, elle se répand. Elle contamine. Elle crée de nouveaux besoins, mentir, cacher, dissimuler, se durcir, s'isoler. Le crime ne s'arrête pas au crime. Il commence là. Et puis vient le châtiment, mais le châtiment chez Dostoïevski n'est pas seulement juridique. Il est surtout psychologique. Raskolnikov ne devient pas un criminel froid. Il entre dans un état fiévreux, délirant, alternant orgueil et désespoir, arrogance et dégoût de soi. Il tente de soutenir la théorie, et il échoue. Et c'est l'échec qui compte. Parce que sa théorie promettait l'immunité, je suis extraordinaire, donc je peux. Mais ce qui suit révèle l'inverse,
il est trop humain pour être extraordinaire comme il l'a imaginé. Sa conscience n'accepte pas l'exception. Harold Bloom insisterait sur le fait que les grands personnages nous forment parce qu'ils nous obligent à reconnaître en nous des zones que nous préférons garder inconscientes. Raskolnikov, en ce sens, est un professeur cruel. Il nous apprend à voir à quel point nos justifications peuvent être élégantes et, malgré tout, mensongères. Il nous apprend à voir à quel point l'intelligence peut servir l'auto-illusion. Il nous apprend à voir que l'orgueil est capable d'endosser les habits de la justice. Mais Dostoïevski n'écrit pas seul. Il place autour de Raskolnikov d'autres forces humaines, comme si le roman était un champ magnétique. Sonia est l'une de ces forces. On la lit souvent de façon simpliste comme « la sainte ». Cela appauvrit le personnage. Sonia est quelqu'un que la nécessité a poussé vers une dégradation sociale et qui, pourtant, préserve un noyau de compassion. Elle n'est pas naïve. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas au-dessus de la misère. Elle est dedans. Et c'est peut-être pour cela qu'elle peut offrir quelque chose que Raskolnikov ne parvient pas à offrir, la présence. Elle n'offre pas une théorie. Elle offre une écoute. Elle offre une forme de souffrance partagée qui ne devient pas un spectacle. Dans le vocabulaire de Free, Sonia touche un archétype proche du sacrificiel et du rédempteur, mais Dostoïevski ne permet pas que cela devienne un symbole propre et lisse. Elle est concrète. Elle a peur. Elle a honte. Elle a faim. Et pourtant, elle est encore capable d'aimer. Fromm dirait que l'amour, lorsqu'il est authentique, n'est ni fusion ni domination, c'est soin, responsabilité, respect, connaissance. Sonia prend soin de Raskolnikov sans le posséder. Elle l'appelle à la vérité sans l'humilier. Et c'est une éthique rare, dans la littérature comme dans la vie. Razumikine, de son côté, est une autre force, l'amitié, l'énergie, la bonté pratique. Il représente une possibilité de vie moins grandiose mais plus saine, travailler, aider, construire, rester vivant sans transformer tout en idée. Il est une sorte d'antidote au délire d'exception. Et c'est aussi très contemporain, en temps d'angoisse, il y a une tentation de chercher de grands récits, de grands gestes, de grandes ruptures. Razumikine rappelle qu'il y a une dignité dans les petites persévérances. Dounia, la sœur, est une force d'orgueil et de sacrifice, et aussi de fermeté morale. Et la mère, Pulcheria, c'est l'amour maternel mêlé d'illusion, un amour qui voit son fils comme une promesse et qui, pour cette raison, ne parvient pas à voir l'abîme. Ceux qui ont vécu savent, il y a des amours qui nous protègent, mais qui nous aveuglent aussi. Et puis il y a Porphyre, l'enquêteur, peut-être l'une des figures les plus fascinantes du roman. Il n'est pas seulement le policier intelligent. C'est une force psychologique, l'incarnation de la pression du regard extérieur. C'est le monde qui essaie de nommer ce que vous avez fait. Mais Dostoïevski le construit de manière ambiguë, Porphyre joue, provoque, suggère, s'approche. Il ne veut pas seulement arracher un aveu, il veut produire un effondrement intérieur qui mène à l'aveu. C'est un duel de conscience. Et ici, il y a un point contemporain délicat, aujourd'hui, beaucoup de gens vivent sous une surveillance symbolique constante, pas forcément policière, mais sociale. La sensation d'être observé, interprété, jugé, étiqueté. Porphyre, comme figure, peut se lire comme ce regard qui ne nous laisse pas en paix. Et la question devient, que faisons-nous de ce regard? Certains deviennent des performés. D'autres s'isolent. D'autres se durcissent. Raskolnikov oscille entre toutes ces défenses, et aucune ne fonctionne. Dostoïevski, au fond, s'intéresse au moment où la personne comprend qu'elle ne peut plus soutenir le mensonge, non par manque d'intelligence, mais par excès de conscience. Et ici Albert Camus peut entrer, comme contrepoint, discrètement, Camus pense l'absurde comme le choc entre notre fin de sens et le silence du monde. Dostoïevski, dans Crime et Châtiment, montre quelque chose d'un peu différent, le monde peut être silencieux, mais la conscience, elle, ne l'est pas. Le châtiment commence comme un bruit intérieur, un bruit qui grandit. Et ce bruit n'est pas seulement la culpabilité morale au sens religieux. C'est une désintégration du moi. Raskolnikov commence à se fragmenter. Il perd le sommeil. Il perd la stabilité. Il se méfie de tout. Il se découvre faux. Il se découvre ridicule.
Et, plus douloureux encore, il veut encore avoir raison. Il veut maintenir la théorie. Il veut être fort. Mais sa force est un masque fissuré. Ici, Dostoïevski touche à quelque chose que, dans la vie adulte, beaucoup de personnes connaissent sous des formes moins dramatiques, le moment où l'on se rend compte que sa justification ne nous convainc plus nous-mêmes. On continue peut-être à dire aux autres, c'était nécessaire, je n'avais pas le choix, c'était la meilleure option. Mais à l'intérieur, quelque chose ne tient plus. Et ce non-ajustement, cette dissonance, c'est le début d'une crise. Pas une crise moralisatrice, une crise existentielle. Le roman est aussi une enquête sur la moralité, mais pas au sens de « règle ». La moralité, chez Dostoïevski, est un champ de bataille intérieur. Raskolnikov tente de remplacer ce champ par une catégorie, extraordinaire. Sauf que le champ revient, et il revient avec des personnages qui fonctionnent comme des miroirs. Svidrigaïlov est un miroir sombre. C'est l'homme qui vit sans remords apparent, qui traverse les limites avec cynisme, qui traite les autres comme des instruments. Il est une possibilité d'avenir pour Raskolnikov, un avenir où la théorie l'emporte définitivement et où la conscience se tait. Mais Dostoïevski ne le présente pas comme enviable. Il le présente comme vide. Et ce vide est terrifiant. Parce qu'il suggère que le « au-delà du bien et du mal » peut n'être que l'effondrement de tout lien humain. L'usine, à son tour, est la médiocrité morale masquée par la respectabilité, l'homme qui parle de vertu tout en exploitant, l'homme qui veut acheter une épouse avec sécurité et soumission. Il représente l'hypocrisie sociale que Raskolnikov méprise et qui, d'une certaine manière, nourrit ce mépris. C'est crucial, Raskolnikov ne crée pas sa théorie dans le vide, il la crée dans un monde où la morale publique est souvent un théâtre. Et quand la morale devient un théâtre, des gens orgueilleux et blessés peuvent conclure que rien ne vaut, ou que seule la force vaut. Le lien avec aujourd'hui est direct, quand les institutions paraissent cyniques, quand les discours publics semblent performatifs, quand le mérite semble manipulé, quand la justice paraît inégale, la tentation grandit de dire « alors je fais à ma manière ». Mais Dostoïevski nous montre le prix, faire, à sa manière, peut vous détruire de l'intérieur. Non par une punition extérieure, mais parce qu'on ne peut pas vivre sans une forme de vérité intérieure. Et ici, il faut faire attention à ne pas moraliser. Dostoïevski ne dit pas « regardez, le crime est mal ». Ce serait infantile. Il dit quelque chose de plus complexe, il existe une rupture avec l'humanité commune qui prélève un tribut psychique presque inévitable. Même quand le monde est injuste, même quand la victime semble le mériter, même quand la théorie paraît cohérente, la violence ne se limite pas à la cible, elle revient vers l'agent, et elle le ronge. Maintenant, je veux faire le lien avec notre époque d'une manière sobre, sans transformer le roman en commentaire de réseau. Aujourd'hui, il existe une fatigue morale diffuse. On est poussé à avoir une opinion sur tout, à défendre des valeurs en public, à se positionner, à prouver qu'on est quelqu'un de correct. Et en même temps, on voit du cynisme, de la corruption, des inégalités, de l'impunité. Ce choc produit deux mouvements dangereux. Le premier, c'est le désespoir cynique, rien n'a d'importance. Le second, c'est la justice privée, je règle ça moi-même. Et la justice privée n'est pas toujours un crime physique, elle peut être un lynchage moral, une destruction de réputation, une vengeance déguisée en rectitude. Et là, le roman devient d'une actualité troublante, Raskolnikov ne tue pas seulement pour l'argent. Il tue pour s'affirmer comme juge. Et combien de fois aujourd'hui ne voit-on pas ce désir d'être juge? Le désir de condamner, d'humilier, de remettre à sa place, de prouver une supériorité morale, souvent avec la conviction sincère d'être du côté du bien. Dostoïevski nous oblige à reconnaître la zone où la moralité devient pouvoir. Et cela vaut pour tous les camps. Cela vaut pour le criminel qui se prend pour un législateur. Cela vaut pour le moraliste qui se croit pur. Cela vaut pour le public qui se sent grandi en détruisant quelqu'un. La question adulte, c'est, est-ce que je veux la justice, ou est-ce que je veux sentir que je suis au-dessus? Nous ne savons pas toujours répondre. Et le roman est là pour empêcher les réponses faciles. Il y a aussi un point sur la précarité et la santé mentale. Raskolnikov vit dans un état d'épuisement, de faim, de fièvre. Il pense trop, il dort mal, il s'isole. Son corps est à bout.
Et cela explique, pas le crime, mais cela fait partie du tableau. Aujourd'hui, beaucoup vivent une fatigue similaire, travail instable, pression de performance, comparaison constante, solitude urbaine, anxiété. Des idées extrêmes, de mauvaises décisions, des impulsions autodestructrices naissent parfois de ce mélange. Le roman nous rappelle, il n'existe pas de conscience pure dans un corps détruit. Et il y a encore un aspect de masculinité blessée. Raskolnikov est un homme qui se sent humilié de dépendre, d'être pauvre, d'être impuissant. Il a besoin de prouver sa force. Aujourd'hui, cet élan se manifeste de multiples façons, agressivité, mépris de la vulnérabilité, culte du « gagnant », peur panique d'avoir l'air faible. Dostoïevski montre jusqu'où cette peur peut être fatale. Parce que le vrai courage, dans le roman, ce n'est pas de tuer, c'est d'avouer. C'est d'accepter d'être petit. C'est de supporter la honte sans la transformer en violence. Et cela nous conduit au centre moral le plus profond du livre, la question de la responsabilité. Fromm dirait que la responsabilité n'est pas une culpabilité névrotique, c'est la reconnaissance de son acte et l'engagement envers la vérité. Raskolnikov tente d'éviter la responsabilité par des justifications, et cela le détruit. La responsabilité, quand elle commence enfin à émerger, ne vient pas comme un soulagement immédiat. Elle vient comme une douleur, comme une perte d'image, comme une humiliation. Mais aussi comme le début d'une recomposition. La vie adulte fonctionne souvent ainsi, assumer ce que nous avons fait est rarement libérateur, au sens pop du terme. Souvent, c'est juste lourd. Mais sans cela, la vie devient un théâtre sans fin. Que révèle Crime et Châtiment au lecteur adulte? D'abord, il révèle que les choix irréversibles ne sont pas seulement de grands actes. Ce sont, très souvent, de petites concessions intérieures, le moment où vous décidez que vous êtes au-dessus, le moment où vous décidez que vous pouvez utiliser quelqu'un, le moment où vous décidez que votre douleur vous donne des droits. Ces décisions ne deviennent pas forcément des crimes, mais elles deviennent un caractère. Et le caractère, au bout du compte, c'est un destin au quotidien. Ensuite, il révèle qu'être adulte, c'est apprendre à se méfier de ses propres justifications. Pas pour vivre en s'accusant sans cesse, mais pour vivre lucidement. L'adulte apprend que l'intelligence est ambiguë, elle peut éclairer, mais elle peut aussi inventer des alibis. Raskolnikov, c'est l'intelligence en alibi. Et lire ce roman, c'est apprendre à reconnaître, en soi, le moment où l'on est en train de faire cela. Troisièmement, il révèle les limites de la liberté. La liberté, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est supporter ce qu'on a fait. C'est accepter que le monde ne tourne pas autour de sa théorie. C'est accepter qu'il existe d'autres consciences, d'autres douleurs, d'autres vies. La liberté qui ignore cela devient tyrannie. Et Raskolnikov tente d'être tyran l'espace d'une nuit, puis il paie pendant des mois, des années, à l'intérieur de sa propre tête. Quatrièmement, il révèle que la compassion, lorsqu'elle est réelle, est silencieuse et exigeante. Sonia ne sauve pas Raskolnikov par un discours. Elle l'accompagne. Elle l'appelle à la vérité. Elle ne lui épargne pas le poids, mais elle ne l'abandonne pas non plus. C'est rare. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus dures pour notre époque. Dans un monde où tout devient opinion et jugement, il existe une éthique de la présence qui ne fait pas de spectacle. Une éthique qui ne se confond pas avec la permissivité. Elle exige la vérité, mais elle offre la compagnie. Cinquièmement, il révèle que le châtiment le plus redoutable n'est pas la sanction extérieure, c'est la perte d'intégrité intérieure. Quand on ne parvient plus à se respecter soi-même, quand on se découvre faux, quand on se découvre capable de tout, la vie devient insupportable. Et c'est pourquoi, paradoxalement, l'aveu peut être le début d'une guérison, non pas une guérison facile, mais une recomposition. Et ici, discrètement, Camus revient comme une ombre, si le monde est indifférent, s'il n'y a aucune garantie métaphysique de sens, alors il ne reste que la lucidité et la responsabilité. Dostoïevski, par un autre chemin, arrive à une question semblable. Qu'est-ce qui soutient un être humain quand il traverse son propre abîme? Chez Dostoïevski, la réponse passe souvent par la foi, par la compassion, par une ouverture à la souffrance comme voie de transformation. Inutile d'en faire un sermon. Il suffit de reconnaître que le roman parie sur une idée exigeante, la vérité, même douloureuse, est plus humaine que la théorie qui absout.
Si je fais entrer Luis Felipe Pondé seulement comme une atmosphère, ce serait pour rappeler une préférence pour une lecture tragique, il n'y a pas de pureté ici. Il n'y a pas de bon impeccable. Il y a des êtres blessés, qui essaient de survivre. Et la tragédie est précisément là, la tentative de survivre peut devenir destruction lorsqu'elle rencontre la vanité du « je mérite plus ». Et alors je reviens à la question initiale, parce que le roman nous oblige à y revenir, quelle est ma théorie secrète de l'innocence? Cette théorie que j'utilise pour ne pas regarder mes propres ombres. Le grand service de Crime et Châtiment est peut-être celui-ci, il ne nous laisse pas sortir avec l'impression que nous, comprenons Raskolnikov. Il nous fait nous méfier de nous-mêmes. Et pour un lecteur adulte, c'est un or sombre. Cela ne console pas, mais cela forme. Je ne veux pas fermer sur une conclusion définitive. Dostoïevski ne ferme pas. Il ouvre. Il nous laisse avec la sensation que la conscience humaine est plus profonde que nos phrases. Et peut-être est-ce là l'invitation silencieuse du livre, regarder sa propre vie et se demander où nous utilisons des idées pour éviter la responsabilité, où nous appelons orgueil ce qui se fait passer pour justice, où nous appelons lucidité ce qui n'est peut-être que ressentiment. Dans la prochaine vidéo, je veux continuer dans ce territoire dostoïevskien, mais par un angle encore plus intime, la différence entre une culpabilité qui détruit et une responsabilité qui reconstruit, et la façon dont cela apparaît chez d'autres personnages du roman, surtout Sonia et Porphyre. Si ce script vous a accompagné d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime et abonnez-vous.